Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une phase vraiment essentielle de la culture du cannabis, la floraison. Salut. Une étape cruciale. On a regardé pas mal de sources, des guides, des discussions d'experts, Exactement. et l'objectif, c'est de démêler un peu tout ça. Comprendre comment la lumière, mais aussi ce qui se passe au niveau des racines, le pH, le C, comment tout ça influence le résultat final. C'est ça. Ok, alors allons-y, décortiquons ça ensemble. Bon, déjà, le passage de la croissance à la floraison. Souvent, pour beaucoup de variétés, les non-autoflows, ça se joue sur la lumière, n'est-ce pas? Le cycle lumineux change. Absolument. C'est le déclencheur principal en intérieur. Et c'est là que ça devient super intéressant, je trouve. Oui. Alors, le standard en intérieur pour lancer la floraison, c'est vraiment ce cycle de 12 heures de lumière pour 12 heures d'obscurité. Et l'obscurité doit être totale. Total, d'accord. Ça imite le changement de saison, en gros. Exactement. Ça dit à la plante, OK, c'est le moment de fleurir. Mais attention, la durée, c'est une chose, mais la qualité de la lumière, son spectre, ça, c'est un autre niveau. Ah oui, Bah oui, ce qu'on voit beaucoup dans les sources, c'est l'importance du rouge. C'est un peu la base, quoi. le rouge, ok. Mais il y a une découverte assez clé, plus récente, l'efficacité du rouge lointain, le phare raide. Le rouge lointain. Oui, parce qu'il pénètre beaucoup plus bas dans la canopée, tu vois. Il atteint les feuilles qui sont moins exposées. Ah d'accord, je vois. C'est pas juste la surface. Non. Et en plus, le ratio entre le bleu et ce rouge lointain, ça peut carrément jouer sur la forme de la plante. Plus haute, plus large. Incroyable ça. On sculpte la plante avec la lumière, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. On peut moduler sa structure, c'est fascinant, hein. Carrément. Bon, une fois qu'on a donné ce signal lumineux, qu'on a ajusté ce spectre, ça dure combien de temps cette floraison? J'imagine que ça varie. Oh que oui, ça dépend énormément de la génétique. T'as des autoflows super rapides, en 8 semaines depuis la graine s'est pliée parfois. 8 semaines au total. Waouh. Oui. Et puis t'as des variétés photopériodiques qui vont prendre 8, 10, 12 semaines, voire plus, juste pour la floraison elle-même. Il existe même des variétés sélectionnées pour être rapides spécifiquement. D'accord, donc une fois que c'est parti, faut aussi gérer ce qui se passe sous terre, j'imagine. Les sources parlent beaucoup de pH et de EC. Tu peux nous rappeler vite fait ce que c'est? Bien sûr. Alors, le pH, bon, c'est l'acidité ou l'alcalinité du sol ou du substrat, quoi. C'est vital parce que les nutriments sont disponibles pour la plante seulement dans une certaine fourchette de pH. Mhm. Si c'est trop haut ou trop bas, même si les nutriments sont là, la plante, bah, elle peut pas les prendre. Et le C, l'électroconductivité, ça mesure la quantité totale de sel, donc en gros, la concentration de nutriments dans l'eau du substrat. Ok, pH pour la disponibilité, EC pour la quantité. C'est ça. Et là, attention, un point super important qui revient souvent, notamment chez Canacribs par exemple, ce qui compte vraiment, c'est pas le pH ou le C de l'eau qu'on verse. Ah bon? Non, c'est les valeurs dans le substrat, au contact des racines. C'est ça que la plante voit. Logique, oui. Et comment on mesure ça alors? Il y a une méthode simple, le pour-through. En gros, t'arroses normalement, t'attends un peu et tu récupères l'eau qui s'écoule en dessous, le drainage. Ah oui, le renoff. Voilà. Et tu analyses ça. Ça te donne une image fidèle de ce que la plante vit réellement au niveau racinaire. D'accord, c'est malin. Et il y a des chiffres cibles donnés dans les sources jet? Elle donne des exemples de mesures, genre un pH à 6.0, une EC à 4.1, considérée comme OK dans un certain contexte de culture intensif. Mais le message principal, c'est surtout le suivi. Faut vérifier régulièrement. Pas juste une fois au début. Non, non, régulièrement pour pouvoir ajuster. Si tu vois que le pH dérive ou que l'essai montre trop, tu corriges ta solution nutritive. Ça évite les blocages ou les excès. C'est beaucoup plus réactif comme approche. Ok, donc si on récapitule un peu les points clés de tout ça, pour une bonne floraison, il faut le bon signal lumineux, le fameux 12-12, Oui. mais aussi un spectre lumineux adapté, avec ce rôle intéressant du rouge lointain. Et en même temps, il faut surveiller de très près le pH et le C, mais dans le substrat lui-même. C'est exactement ça. En gérant bien ces deux aspects, la lumière et la zone racinaire, bon, on donne à la plante toutes les chances d'exprimer son potentiel génétique. Et on évite les problèmes. Voilà, les feuilles jaunes, la flot qui stagne, souvent c'est lié à ça. Ça permet une culture plus maîtrisée, plus informée. Tout à fait. Bon, on a bien couvert la floraison là. Mais c'était dense, et logiquement, après la floraison vient une autre étape tout aussi critique, le séchage. Ah oui, le séchage et le curing, on pourrait peut-être aborder ça la prochaine fois. Excellente idée, c'est un sujet passionnant aussi. Parfait.
Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Voilà. Et pour finir, une petite réflexion. Vu l'importance de cet environnement lumineux et racinaire, et à quel point on peut le contrôler, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser une variété? Est-ce qu'une technique parfaite peut compenser une génétique, disons, moyenne, ou sublimer une bonne génétique? C'est une excellente question, ça. La part de l'inné et de l'acquis, version cannabis en quelque sorte. Ça laisse à réfléchir sur le potentiel caché dans chaque plante.